Il y a 2 semaines, je suis retombé sur des textes que j'avais écrits il y a quelques années. Et j'ai eu envie d'en lire un ou deux. Mais je vais déjà expliquer ce que sont ces textes. C'était des textes que j'avais écrits selon un protocole qui consistait. Et ça a duré plusieurs semaines d'affilée, je crois, ou une fois par semaine, ou une fois par jour, je sais plus, j'écrivais un texte le soir. Et ce que je faisais, c'est que je mettais un album de musique, de longueur variable, mais on va dire typiquement, je sais pas, un album qui ferait 3 quarts d'heure. Je lance l'album, je me mets à écrire au clavier, je tape au clavier, et je tape, on va dire, le plus vite possible. En tout cas, j'écris le plus vite possible. Je ne m'arrête pas d'écrire. Je ne fais pas de pause. J'écris jusqu'à la fin de l'album, et à la fin de l'album, je m'arrêtais. Et ensuite, une fois que le texte était écrit, je me permettais de le relire pour corriger les fautes. Enfin, si jamais je faisais des coquilles ou que j'avais des doutes sur l'orthographe d'un mot au moment de taper, je m'arrêtais pas. Je continuais et je me disais juste, on vérifiera plus tard, parce que je voulais pas casser le flow de. Je voulais vraiment. C'était un peu comme de l'écriture automatique, on va dire. J'essaie d'écrire le flow de mes idées au fur et à mesure. Et j'avais testé plusieurs variations de ça. Il y a certains textes que j'avais écrits vraiment en jouant le jeu de l'écriture automatique et en. Ah. Allô. Oui, je disais que selon les cas, parfois j'écrivais très rapide. Enfin, j'écrivais réellement le premier truc qui me venait à l'esprit. Je n'essayais pas du tout de préméditer un sujet de texte ou j'essayais pas du tout d'anticiper ce qui allait se passer dans le texte. Je disais, je mettais vraiment le premier truc qui me venait à l'esprit. Et puis parfois, je m'autorisais à, on va dire, ne pas écrire le premier mot qui me venait à l'esprit, mais plutôt le deuxième ou le troisième. Ce qui se passait en général, c'est que je tape pas forcément hyper vite. Enfin, en tout cas, je pense plus vite que je ne tape. Je pense les mots plus vite que je n'ai le temps de les taper. Donc le temps que je tape un mot, j'ai le temps de réfléchir un petit peu au mot suivant, voire à celui d'après, et à ne pas toujours prendre le premier mot qui me viendra en tête, mais à me laisser le temps de faire un petit jeu de mots ou d'anticiper un petit peu sur ce qui va se passer dans l'histoire. Il y a certaines fois aussi où avant d'écrire l'histoire, j'avais une vague idée, j'avais un titre et j'avais au moins quelques points de repère dans le texte. Je me disais que le texte allait parler de ci ou ça. Enfin, c'était toujours très très léger. C'est-à-dire c'était quand même toujours, je n'interrompais jamais le flow de mon écriture. Mais bon, j'étais pas toujours sur le modèle où je vais battre mon propre record de mots à la seconde ou à la minute. Euh, Ça m'intéressait de faire ça parce que d'habitude, je suis plutôt quelqu'un qui écrit extrêmement lentement. Je pense même que là, je peux plutôt battre des records de lenteur. Je pense en particulier à un texte que j'avais écrit ça devait être en 2017 où j'écrivais de temps en temps des textes pour une sorte de petite revue. Et comme j'ai l'habitude d'écrire des textes qui sont un peu des puzzles, où il y a souvent des contraintes d'écriture façon Oulipo, ou même quand il n'y en a pas, il y a des sortes de contraintes de narration où je m'arrange toujours pour que il y ait des questions, des questions et des réponses dans le texte qui sont pas toutes au même endroit et que pour comprendre certaines parties du texte, il faut s'en référer à d'autres, il faut un peu réfléchir. Enfin, j'écris des textes souvent un peu comme des puzzles et moi, ça me demande beaucoup de réflexion pour mettre au point les puzzles en question. Euh, et il y avait ce texte que j'avais écrit en 2017 qui était de la poésie assez complexe. Et les contraintes que je m'étais imposées pour l'écrire étaient telles que j'avais calculé. Je crois que j'écrivais en moyenne un mot toutes les 5 minutes. J'écrivais pas un mot toutes les 5 minutes, c'est-à-dire des fois j'écrivais une phrase puis je me rendais compte que ça allait nulle part parce que je pouvais pas trouver un truc qui rimait, que c'était pas correct, donc je la mettais de côté, j'en essayais un autre, etc. Je vérifiais des choses par rapport aux mots. Mais une fois le texte fini, par rapport au temps que j'avais passé dessus, il me semble que j'avais calculé un mot en 5 minutes en moyenne. Ce qui est très peu. Donc là, j'ai fait l'exercice inverse à cette époque d'essayer d'aller justement assez vite
Et là, en les relisant, je les ai pas tous relus ces textes. Il y en a certains que j'ai publiés sur Internet. Mais je me suis dit que les textes les plus convaincants, enfin ceux qui étaient le plus intéressants à lire, c'était pas ceux où vraiment je fonçais à fond la caisse, mais plutôt ceux qui étaient... Enfin, il y a une espèce de sweet spot à trouver, j'ai l'impression, entre faire réellement de l'écriture automatique où on fonctionne uniquement par association d'idées sans chercher à aller à trop préméditer les choses, et le truc inverse qui serait écrire un mot toutes les 5 minutes, enfin, qui serait vraiment faire trop de pauses et trop préméditer. C'est pas facile à assumer ce genre de texte, parce que évidemment, si on se laisse pas le temps de réfléchir et qu'on fonctionne beaucoup par association d'idées, on finit par écrire des banalités, quoi. Si je dis je vais acheter un croissant pour mettre dans le café à la boulangerie. Enfin, si je dis vraiment le premier mot qui me vient en tête en commençant n'importe quelle phrase, il y a des chances pour que ce soit des mots très bateaux ou que... Enfin, j'ai essayé de faire abstraction de ça et de me dire que si le truc qui me vient en tête c'est caca boudin 50 fois d'affilée, bah j'écris caca boudin 50 fois d'affilée et c'est pas grave, j'ai pas été jusque là évidemment. Mais j'ai eu l'impression quand même qu'à force de m'entraîner à faire ça, je suis arrivé à une forme de... Enfin, j'ai trouvé un endroit qui me convenait bien, où j'arrivais à dire des choses, à faire des petits jeux de mots, à jouer un peu sur le sens de ce que je voulais dire, et en même temps garder une espèce de liberté d'écriture. Enfin bref, j'ai vaguement relu quelques textes, et il y en a deux que j'ai trouvé pas trop mal. Enfin, que j'assume suffisamment pour les lire. Ouais, bon, il y a aussi évidemment beaucoup d'associations d'idées qui font du sens pour moi. C'est ce que je me suis dit en les relisant, mais qui, pour quelqu'un qui ne... Enfin, pour quelqu'un d'autre que moi, ne ferait aucun sens. Mais c'est pas grave, enfin, ça fait partie du jeu. Enfin, il y a un côté un peu surréaliste là-dedans que j'aime bien. Les deux textes que je vais lire sont donc... Le premier que je vais lire s'appelle Un jour aux courses. Non, je vais les lire dans l'autre sens. Le premier que je vais lire s'appelle La réception. Et le deuxième, ce sera Un jour aux courses. C'est parti, je commence par La réception. Je sais pas si je devrais peut-être lire les textes aussi rapidement que possible, mais non, je vais les lire à peu près normalement. Je commence par ce texte qui s'appelle La réception. La réception se fera malheureusement sans vous. Désolé, on m'a informé de votre venue il y a déjà 3 heures et j'ai pris toutes les mesures nécessaires pour rendre votre séjour aussi impossible que possible. Par exemple, plusieurs grillages ont été installés à des endroits stratégiques de telle sorte que si vous voulez accéder aux petits gâteaux, aux toilettes ou à vos appartements, il vous faudra faire moult détours et la marche vous sera pénible car on a disposé plusieurs crottes de plusieurs chiens et morceaux de verre sur le sol. En outre, vous avez l'interdiction de porter des chaussures. Oui, bien sûr, ça déplaît un peu aux autres invités, mais que voulez-vous? Rien que pour vous, ils seront capables de faire un petit effort. Une circulaire a été distribuée et tout le monde l'a globalement bien pris. Mais je vous en prie, avancez, ne restez pas là, faites vos affaires, et sincèrement, encore désolé pour tout le dérangement. Dans le 3e sous-sol, une femme saigne et pleure tout en produisant d'autres liquides. La méchanceté se mêle à cette mélasse tandis qu'elle renverse un peu de vin sur le sol pour bien montrer qu'il y a des choses plus importantes que le vin ou que quelque objet se trouvant dans cette salle. Le portier a déjà commencé sa toilette et s'apprête à se rendre dans la salle de réception. On lui offrira de quoi plaire à ces dames. Un petit chien chiot, une cravate assortie aux assiettes, un très 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 grand chapeau qu'il ne portera pas. Pour ces messieurs, le chien chiot suffira. Gérard lui envoie les clés de sa voiture directement dans la gueule pour qu'il aille chercher les colis à la poste. Et ne traîne pas, la soirée va bientôt commencer. Il fonce élégamment vers la voiture et il fout le chien chiot à l'arrière. Et vroom vroom. Odette est très appétée par les cercles de fromage pané qui se supportent mutuellement dans le plat, situé bien au centre de la table.
Mais personne n'y a encore touché, alors elle n'ose pas, elle n'ose même pas les regarder. Il y a son bon ami Richard qui parle avec les collègues venus de l'étranger. Elle a bien envie de demander à Richard de commencer le premier pour qu'elle puisse toucher aux collerettes de fromage et morceaux de champignons, mais elle ne sait pas s'il a faim ou s'il aime le fromage ou les champignons. Et puis la conversation venue de l'étranger est peut-être cruciale dans la vie de son ami, alors elle n'ose pas non plus. Elle attend un blanc de conversation, mais comme toutes les conversations sont faites en étranger et qu'elle ne parle pas l'étranger, elle a du mal à anticiper les blancs de conversation. Et à peine s'est-elle rendue compte que le blanc est là, qu'il est déjà parti, faisant place à un marron de désespoir, tandis que les collerettes restent là, si proches et pourtant si inaccessibles. Une frustration sans précédent l'envahit. Dans les cuisines, c'est la folie. On met les petits plats dans les grands, et puis on essaye de mettre les grands dans d'autres encore plus petits, mais ça ne marche pas. Alors on retire le petit plat du grand plat, dans l'espoir que l'espace libéré par le retirage du petit plat laisse le loisir au grand plat de venir se loger dans l'autre plat encore plus petit, mais ça ne marche pas non plus. Alors on essaye diverses combinaisons, et chacun séparément ainsi qu'à tour de rôle met les plats dans les plats, et on en vient même, par désœuvrement, à rajouter divers couverts et ustensiles de cuisine. Normalement, il était prévu qu'on fasse à manger, mais comme il n'y a nulle nourriture dans cette cuisine, il faut bien s'occuper autrement. Non loin de là, mais quand même relativement loin par rapport à toute cette histoire, c'est le portier qui arrive à la poste. Il ne prend même pas le temps de se garer ni de ralentir le véhicule. Il se jette à toute allure dans la poste et vise bien le facteur de gauche. Vite, donnez-moi les colis, fuse-t-il en posant la carte d'identité du restaurant sur la table et en continuant son vol vers la salle des colis. Sans même tout à fait comprendre pourquoi, le voilà déjà entouré de plusieurs blocs de carton cubique de colis qui retournent avec lui bien atterri dans la voiture, déjà en route vers le retour avec le chien chiot. Vroom vroom, comme on dit. Mais sont-ce vraiment les bons colis? N'aurait-il pas par mégarde subtilisé quelques biens qu'il n'aurait jamais dû avoir en sa possession? Nous le saurons lorsque, 15 minutes plus tard, le voilà encombré de tous les colis déboulant en cuisine avec un bruit de vache et les fourrant délibérément dans les bras de chaque cuisinier. Tout le monde déballe sagement son colis, curieux de savoir à quelle sauce leurs plats seront servis, tandis que le portier retourne illico à la porte pour faire son vrai métier. Gérard, le cuisinier, se demande bien ce qu'il va faire avec un club de golf dépliable et 27 balles de golf. Morissette se demande bien comment faire mijoter cette collection de 37 fidget spinners répartis dans tous les coloris officiels de l'arc-en-ciel. Patricia est perplexe à l'idée de faire le bon usage de cette barre de douche extensible, pouvant aussi très bien servir d'accessoire sportif. Dans le colis de Frascolin, il n'y a en revanche que de la drogue et des armes. Pendant ce temps, dans la salle, la situation est devenue d'un ridicule à tuer des mouches. En effet, les convives sont tous assis autour de la table, tenant chacun une fourchette et un couteau qu'ils tiennent bien en évidence, les poings sur la table, et en se regardant, tout en regardant le menu, tout en regardant les fameux cercles de fromage champignon qui ne semblent que vouloir amuser leur gueule, tout en ne correspondant absolument pas à ce que le menu sur la carte annonce. Il y a peut-être une erreur ou un guet-apens, qui sait. Personne ne sait vraiment quoi faire. Odette n'en peut plus. Au cours de cette scène de malaise, la voilà remontant du 3e sous-sol et cachant ses pleurs avec un professionnalisme d'habitué. Sans rien dire, elle s'installe à la table avec les autres, juste à côté d'Odette. Partout dans la demeure, tout le monde attend sans vraiment savoir quoi. Probablement à suivre. Et il y a eu une suite, mais qui était moins bien, je crois. Je passe au second texte. Un jour aux courses. En haut de la plus grande tour, l'esprit attendait lui aussi son tour. Il jouait aux échecs, et il échouait chaque fois car il n'avait pas d'adversaire. Il jouait un peu contre lui-même et un peu contre personne, c'était ainsi qu'on avait fixé les règles. On l'avait abandonné à sa tâche beaucoup plus tôt, des décennies plus tôt, et depuis il jouait obstinément aux échecs avec une passion stable. Il arrivait à ne pas se tromper de colonne lorsque la cloche sonnait, il reprenait tous ses pions et les dispersait de façon à dessiner une couronne de sarrasin. Il observait ensuite cette couronne et disait sans cesse quelque chose du style « Ah, mon vieux maître, vous m'aviez manqué !»
Personne n'était là pour voir ça, mais si quelqu'un avait été là, il se serait sans doute demandé de quel vieux maître il s'agissait, et sous quels abords il se faisait apparaître à l'esprit dans les enjolivures de pièces d'échecs déjà disséminées entre plusieurs pétales, tortillas et restes de viande que l'on avait laissés en haut de la tour. Alors l'esprit, insatisfait mais content, reprenait toutes les pièces, les rangeait dans sa poche, puis s'endormait sur place en songeant à toutes ces nuits et à la proximité distante du maître. Le lendemain, c'était l'heure d'aller aux courses. On regarderait les chevaux et les chiens et les insectes se courir après dans une joie débonnaire, et on parierait pour le plaisir sur le plus avenant. C'était assez facile, en général, le cheval gagnait. Mais on faisait ça vraiment pour le plaisir, on jouait le jeu. Déjà, Monsieur Esprit se prépare un café en se frottant les mains, il se prépare une théière d'eau chaude en se frottant les mains, il se prépare un sac de dés à coudre en se frottant les mains, il se prépare au pire et au meilleur en se frottant les mains, il se prépare à perdre et à gagner en se frottant les mains, il se prépare à vendre et à essuyer en se frottant les mains. Il y réfléchit un petit peu, il se demande s'il ne serait pas déjà tout raplapla et qu'il ne ferait pas mieux de retourner se coucher, mais en fait aussitôt il se dit que non, ça va être bien, ça va être super, on va bien s'amuser en se frottant les mains. Alors le voilà parti sur la route. La route est beaucoup plus plate que la plupart des reliefs présents sur sa tour. En fait, la route ressemble à une autoroute plus petite et piétonne. Il va simplement en oscillant de ci, de là, et en faisant tourner son panier à la manière d'Alfred Jarry, comme vous avez pu le voir faire certainement dans ses plus grandes représentations. Il arrive calmement au centre équestre, voire plus, et entre calmement et dit bonjour à tout le monde calmement, sans se faire remarquer, sans même regarder devant lui, et il essaye de repérer quelques visages savoureux parmi l'assistance. Il essaye de toutes ses forces, mais en vain. Et finalement, il se met dans un coin de la salle, il s'accoude à la rambarde de sport, commence à se fumer une petite bière et à repenser à son pays natal, comme toutes les personnes ici présentes dans l'assistance. Tout le monde repense à son pays natal, avec une amertume coutumière. Il y en a même certains qui pleurent de bonheur en y repensant. Il ne faudrait pas cependant que la course tarde trop à commencer, car la plupart des attendants de l'assistance se sont mis à chevrotter et pleurer et chantonner des airs tristes et nostalgiques en repensant à leur pays respectif d'enfance, en se frottant les mains également. Un pianiste a pris place parmi l'assistance pour accompagner la mouvance néphrotique. Soudain, des crispations terribles apparaissent dans le ventre de l'esprit. Ce sont les motifs du carrelage, derrière le guichetier, qui l'ont mis sur la voie. Deux beaux carreaux rouges liés par une jointure particulièrement jaunie par l'oxydation, et il se souvient de la chemise à carreaux qu'il avait vue la semaine dernière, une terrible chemise à carreaux qu'il aurait voulu dévêtir. Une chemise à carreaux rouges et jaunes comportant aussi d'autres motifs de couleurs variées et subtiles. Une chemise à carreaux qui vacillait sans se soucier de lui, qui passait d'un air décidé et délicat. Une chemise à carreaux indépendante et sensuelle. Cette fois-ci, la chemise à carreaux se présentait à nouveau dans la périphérie et il fallait en faire quelque chose, mais quoi ? On annonce déjà à l'écran la sélection de chevaux et objets principaux qui peupleront cette fois l'allée de course à jouer et qui compétiront ensemble. La voix rigolote du présentateur énonce déjà la plupart des chevaux en se frottant les mains. Gentrification de la balle, ligne 4, couveuse de la couette, ligne 5, mon cœur à découper, ligne 6, la reporter sans frontières, ligne 7, le petit pousset sur la flûte, ligne 8, le potage de fleurs, ligne 9, Francis Desmoulins, ligne 10, Dagobert de Laval de Saint-Ouen, ligne 11, les sacs à frire de la friteuse de Madame Descamps, ligne 12, l'impersonnalité engageante des personnes handicapées, ligne 13, 3x6, ligne 14, l'attente de la mort, ligne 15, la perfection absolue, ligne 16, le mensonge ou vérité, ligne 17, une pomme, ligne 18, quelqu'un a amené ça, mais admettons, ligne 19, Fougacité des Verrines, ligne 20, 32 mètres de plus que la dernière fois, ligne 20, champion du cœur de Joseph et sa fan, ligne 21, il y en a des plus chanceux que d'autres, ligne 22, pour avoir du blé, ligne 23, tapette du cul, ligne 24, on en verra d'autres, ligne 25, pourquoi, ligne 26, arrivée de Champfleury, ligne 26, grand magasin à guichet, ligne 27, tartiflette à la maison, ligne 28, on arrive bientôt à la fin, ligne 29, encore un et on arrête, ligne 30, combien de chevaux manque-t-il, ligne 32, le dernier, ligne 33. Cette fois, tout le monde est paré.
On estime qu'il reste encore quelques chevaux ou objets en plus, mais cela tout le monde s'en fout. Ceux qui comptent le plus sont les favoris. Ce sont ceux-là sur lesquels on va parier. Enfin, je ne sais pas vous, mais si moi j'avais à parier sur un cheval, je prendrais l'un de ceux-là. À moins que je décide de faire mon malin avec un petit sourire en se frottant les mains, auquel cas je prendrais l'un de ceux qui n'ont pas été cités, et dont vous ne connaissez pas le nom. Mais moi je les connais. Ça y est, tout le monde se lève et cesse de penser à son pays d'enfance et se déplace en formation de cohue vers le centre de l'arène. Mais l'esprit continue de penser à cette chemise et à ses carreaux. On s'agite dans l'arène, chacun se place à l'un des coins de l'arène, et alors qu'est-ce qu'on rigole? Plusieurs chevaux font des acrobaties, ils se regardent dans les yeux, chantent des petites chansons paillardes à leur façon, se servent un peu de thé avec Taillard de Laval déjà positionné ligne 2, ils se font plusieurs clins d'œil, ils dansent, et qu'est-ce qu'ils s'amusent. On leur donnerait presque un bouquet de fleurs. La mascotte passe en courant de travers et en faisant du yodel. Tout le monde applaudit spontanément de temps en temps, sans même savoir de quoi ils applaudissent. Un moment de sérieux rigolo est requis lorsque le taureau fait soudain un air sévère en fixant l'insecte de la ligne 24. Mais tout le monde rigole et l'incident est oublié. Les contestants vont à leur place en essayant d'arrêter de rire et tout le monde se tient bien en ligne. Ce qui est assez embêtant avec ces courses, c'est qu'il faut se tenir exactement en ligne. Pas un orteil de cheval ne doit dépasser de la ligne ni s'en éloigner. Alors on fait appel à des arbitres pour bien juger de l'alignement de tous les orteils en se frottant les mains. Voilà plusieurs arbitres qui passent. L'esprit, déjà assis dans les gradins, sent son pouce accélérer sans comprendre pourquoi, car il n'y connaît vraiment pas grand-chose en alignement d'orteils de cheval en se frottant les mains, mais il voit l'arbitre soudain là, la chemise. Il est bien difficile de savoir que faire, et je suis déjà persuadé que, pour vous et moi, il est facile de voir la scène de loin, en frémissant. Allez, attrape la chemise. Mais pour l'esprit, il en est tout autre. Il ne sait que faire de cette chemise qui s'éloigne déjà et décide sans y réfléchir de bondir du gradin, dégringoler sur les marches en se faisant très mal, en se frottant les mains aussi, et arrive sur le gazon. Il court, quelques chevaux déjà debout sur leurs orteils le regardent passer d'un air amusé en se chuchotant des mots à l'oreille. Personne ne sait qu'il tente d'attraper la chemise à carreaux rouges d'un ton écossais bien maîtrisé et bien cintré. La chemise est déjà partie car il est toujours trop tard et l'esprit ne sait plus vers quoi il court. Les rires de chevaux et d'objets se font désormais plus pressants tout en étant relayés par les rires moqueurs du public qui s'en paye une bonne. L'esprit va devoir trouver un prétexte. Heureusement, la ligne 23 est libre car la tasse qu'il occupait précédemment est actuellement bue par cheval numéro 3 avec délectation et en se frottant les mains. Alors l'esprit se met bien derrière la ligne et tente de regagner son sérieux. Il place bien son orteil et vous devinez déjà ce qu'il fait. Ensuite, il se racle bien la gorge de long en large et se prépare au coup de sifflet. On utilise un arrosoir pour que tout le monde regagne son sérieux. On attend en faisant 3 minutes de silence réglementaire. Certains chevaux se mettent même presque à prier. L'ambiance devient très lourde. L'eau retombe. On attend. Et bop! D'un seul coup, le coup de sifflet retentit et tout le monde avance en courant dans une ferveur qui dépasse déjà les plus iconiques images bibliques du style. On enfonce à califourchon son index dans la partie postérieure de la hanche, le cas échéant, pour les espèces chez qui ça fait avancer plus vite. Et pour les autres, il existe d'autres techniques. Par exemple, la contrebasse échappe à la gravité par un astucieux procédé de pression atmosphérique. Et voilà que ça avance par petits bonds modérés et bien gérés, tout se passe bien pour le moment. On entend un cri assourdissant depuis le public. « Allez le 2 !» Certains des participants les moins avancés se regardent déjà en se demandant d'un air dubitatif s'ils connaissent bien les règles ou s'ils font juste semblant, mais qu'importe, laisse tomber. On est déjà presque à la fin du premier laps et l'esprit commence déjà à regarder autour de lui d'un air affolé. Essaye-t-il au moins de comprendre les règles ou ne pense-t-il qu'à cette soyeuse chemise rouge qu'il pourrait déjà caresser avec ferveur si la course ne l'incitait pas à aller de l'avant? L'esprit finit le premier laps 14e, ce qui est déjà pas mal. Loin devant lui, Cheval Rigolo se tient sur ses 2 pattes arrière, bien en avant, en souriant, il va très vite.
Personne ne sait qui est premier. En général, ce n'est pas ça le plus important. Alors l'esprit se dit que d'une façon ou d'une autre, la meilleure chose à faire pour le moment est d'aller de l'avant et de foncer. Il ne pense plus à rien, il fonce, 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 il tient la barre en avant de toutes ses forces. Et quand il rouvre les yeux, il a déjà fini le dernier tour et a passé la ligne d'arrivée. Tout le monde le regarde d'un air sévère. Même Cheval Rigolo, qui a fait pousser ses sourcils pour l'occasion en se frottant les mains. Qu'a-t-il fait ? A-t-il fini premier sans faire exprès ? Ou bien a-t-il, sans le savoir, tant tardé qu'il a obligé la course à revoir les règles juste pour lui ? Il n'est plus temps de savoir. Faute d'explication, il tourne le dos et s'en va. L'esprit passe devant les contestants, devant les tribunes, devant le guichet. Tout le monde le regarde sans savoir quoi dire et lui-même ne comprend pas ce qui vient de se passer. Il essaye de revoir le film dans sa tête pour comprendre, mais chaque image ne se compose que de motifs rouges à carreaux issus de la chemise qui doit encore bien traîner dans un coin. Tout ça est déjà du passé pour lui. Il rebrousse chemin sur le sable de l'autoroute miniature qu'il a déjà dû emprunter dans l'autre sens et monte déjà les escaliers de la tour dans laquelle il se préparera une biscotte avant d'aller prendre un thé et d'aller au lit, en pleurant peut-être. Quelle drôle de journée. Voilà, l'esprit est chez lui. Il bouge en décrivant des cercles avec sa main droite et en ayant déjà fini la journée de travers. Il sait que les courses n'auront plus lieu avant très très longtemps, peut-être la semaine prochaine. Reverra-t-il au moins un jour cette chemise ? Il rentre dans son lit et se prépare à une nuit de réflexions inabouties. C'est la fin du texte. Je sais plus sur quel album j'avais fait ça. Je crois que c'était peut-être un truc de Oscar Peterson. Je suis pas très sûr. Voilà, c'est les deux textes que j'avais sélectionnés. Je vais m'arrêter là pour le moment. Et je vous souhaite une bonne nuit de réflexions inabouties.